Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Sadio Morel-Kanté, Charles Madédé et Jean-François Kandi Combé. Ouvrons à présent notre grand angle économique. Ça c'est Sierra Leone. La Sierra Leone déterminée à enterrer l'ère de l'ultra-dépendance de l'économie au seul secteur minier. Le président Julius Maada Bio se dit ouvert aux investissements de tous bords. Reportage de Deva Panzo. La Sierra Leone offre un climat propice aux investissements. Le pays à l'honneur du 6e Forum international Afrique Développement veut ainsi saisir cette opportunité afin de s'ouvrir aux investisseurs de tous bords et accélérer le développement du pays. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Lors de la campagne électorale qui a conduit à son plébiscite, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis de faire de l'éducation, du développement agricole et de la lutte contre la corruption ses priorités. Le pays possède encore d'énormes potentialités et un climat paisible favorable aux opérateurs économiques. Nous avons plus de 70% des terres arables, nous avons des minerais, nous avons de l'or, du diamant. Il n'y a pas de risque parce que la sécurité en Sierra Leone est garantie à 99%, donc pas de souci pour les investisseurs. Avec plus de 6 millions d'habitants, la Sierra Leone occupe la 163e place sur 190 pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Son indice de développement humain est de 0,42. Il se classe 189e au niveau mondial. La Sierra Leone part donc à la conquête des investisseurs. Selon le gouvernement, l'environnement est propice à l'investissement. On l'a vu, Sadio, mais dans les faits, qu'en est-il? Comment se porte réellement le climat des affaires dans ce pays? Mais c'est un pays qui a connu 10 ans de guerre, 10 ans de méfiance donc des investisseurs, et puis qui reprend petit à petit. Mais je crois que son tort a été de se focaliser sur les mines solides ou liquides, au lieu de diversifier son économie. C'est un peu la maladresse que commettent beaucoup de pays qui vivent de rentes pétrolières ou de diamants ou minières, voilà. Et donc la Sierra Leone qui aujourd'hui s'ouvre après avoir guéri ses blessures. Aujourd'hui, il y a une confiance qui est née avec la Turquie. Ils avaient déjà commencé des tractations pour attirer les investisseurs. Aujourd'hui, ils sont au Maroc en bonne place pour faire parler d'eux, pour attirer les investisseurs à venir. Et je crois que si leur bonne volonté à s'investir dans la diversification fait qu'avec le port qu'ils ont, un pays quand même ouvert sur la mer, un pays frontalier avec la Guinée et donc avec un vaste espace forestier, pourra donner, comme on l'a entendu aussi dans le reportage, il y a des terres arables qui pourront malheureusement, dans la plupart des cas, être louées à des multinationales qui emploient, qui font des guerres pires et qui souvent maltraitent même les populations autochtones pour transporter tout le brut ailleurs. Bon, j'espère qu'ils seront forts de l'expérience des autres pays qui ont mal vécu ces situations de location de terre ou de vente de terre, sauront avoir un point d'équilibre pour être le plus efficace possible. Alors, Monsieur Madédé, Sadio l'a dit, la Sierra Leone est résolue à diversifier son économie. Quels sont les secteurs clés, outre les mines, capables de permettre à ce pays d'atteindre ses objectifs de développement? Quels sont les autres secteurs sur lesquels la Sierra Leone peut aujourd'hui miser? Premièrement, je m'inscris en faux. Et avec Sadio Morel et aussi avec le reportage. Parce qu'un pays qui n'est pas diversifié ne peut pas avoir 60% de production agricole par rapport au PIB. Un pays, par exemple le Congo qu'on connaît bien, c'est 70% de production issue de l'extraction, donc le pétrole. La Sierra Leone a une bonne réserve des mines, de fer, du diamant, de l'or, mais il y a quand même une grande activité agricole. Il faut le souligner, 60% du PIB. Le point fort de la Sierra Leone,
c'est ce qui s'est passé au niveau politique. En 2018, il y a eu une transition tranquille, apaisée, qui a fait qu'il y a un nouveau qui est arrivé, parce que l'ancien Koroma avait des difficultés avec les institutions internationales, les institutions financières et tout. Mais quand il a compris cela, il a passé le témoin, et le nouveau, je crois qu'il est venu avec des grandes ambitions, ce qui fait que la Sierra Leone part avec beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts, d'abord son agriculture, d'abord une population très active, mais il y a des points de faiblesse qu'on va peut-être évoquer. Jean-François. Alors sur les points de faiblesse, enfin, puisque vous n'avez pas lancé dessus, je pense que moi je me réjouis d'abord que la Sierra Leone en soit là. Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, on n'aurait jamais imaginé que la Sierra Leone, avec le conflit extrêmement dur qui a eu lieu, puisse se retrouver aujourd'hui ici. Bon, maintenant, les conditions, me semble-t-il, pour attirer des investissements sont à peu près réunies en Sierra Leone aujourd'hui. En tout cas, la confiance est revenue. On a un président de la République qui a une vision pour le pays, ce qui est intéressant. Il reste maintenant, comme pour beaucoup de pays africains, à voir comment on gère ces investissements un peu plus tard pour que ça soit des investissements utiles au pays, utiles à son développement et aussi de développement du capital humain du pays. Parce que ce ne soit pas ce qu'on a l'habitude de voir, qu'on a pris l'habitude de voir sur le continent, où on fait venir des investisseurs, chinois par exemple, qui arrivent avec leur main-d'œuvre, qui exploitent et qui ensuite rapatrient l'ensemble des bénéfices. Mais ce n'est pas seulement les Chinois, il y a des Américains aussi qui fonctionnent de cette manière-là. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur l'environnement des affaires. Dans le reportage, on a évoqué tout à l'heure Doing Business. Je fais une confiance assez limitée à Doing Business. Ces critères sont des critères d'abord de permissibilité de l'investissement extérieur et d'enrichissement maximum des capitaux extérieurs. Alors, je voudrais juste préciser justement que dans le Doing Business, la Sierra Leone est classée à 163e sur 190 pays. Voilà. Donc, oui, je vous en prie. Oui, c'est-à-dire, après avoir réussi le défi sécuritaire, le réseau routier sierra-léonais est viable. Hein. Il faut renforcer. Ils ont pour objectif de mettre en place les usines de transformation, ce qui fera de la valeur ajoutée à leur production locale. Donc ils ont des ambitions qui seront comme une expérimentation de zones économiques spéciales qui pourront à la longue être très importantes. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée qui a des tumultes, c'est un pays frontalier à la Sierra Leone, a des tumultes politiques parce qu'on ne sait pas ce que Lassana Condé fera, s'il va changer de constitution et comment est-ce que le pays sera assez stable. La Sierra Leone pourra, pour un moment, être l'alternative aux échanges avec la sous-région dans ce contexte-là. Je pense que c'est très important et si ça en tirait profit, ça va vraiment augmenter le nombre d'emplois. Alors, la Sierra Leone a réussi aussi quelque chose qui a rétabli la confiance, qui a contribué à rétablir la confiance. Ils ont réussi à l'intégration des anciens hommes armés, des anciens des groupes armés, de façon assez exemplaire. Il y aurait peut-être quelque chose, dans beaucoup de pays africains, à regarder du côté de la Sierra Leone sur la façon dont on a fait concrètement pour justement expurger la société de ce qu'on a vu dans le cas du Mali tout à l'heure, de toute cette partie de la population extrêmement dangereuse et potentiellement dangereuse. Pour le reste, quand je disais tout à l'heure que la Sierra Leone avait un président visionnaire, c'était un peu sur cette base-là, notamment ce que vous évoquez, c'est-à-dire la transformation locale. C'est une des choses que nous n'avons pas pu faire sur le continent. Et pour un pays où il manque des capitaux autant la Sierra Leone, mais aussi ailleurs, c'est peut-être le moyen d'abord de créer de l'entrepreneuriat local, de mettre au travail un certain nombre de personnes qui vivent de leur travail, et puis de développer aussi un savoir-faire. Et pour ça, les conditions dans lesquelles les contrats d'investissement vont être conclus vont être très importants, notamment pour le transfert des compétences et le transfert des technologies. On y pense
assez rarement quand on pense aux investissements étrangers en Afrique, mais ça pourrait être un des enjeux justement de demain pour la Sierra Leone. Alors, la confiance n'a pas été encore totalement rétablie hein, en ce qui concerne les investissements. Vous l'avez dit, le pays a connu des conflits et surtout l'épidémie d'Ebola qui a terni hein, à l'échelle internationale l'image du pays. Le président Madabio l'a encore déploré il y a quelques jours. Monsieur Madede, qu'est-ce que la Sierra Leone peut aujourd'hui faire pour changer cette mauvaise perception que peuvent avoir les investisseurs de ce pays? Moi, je pense qu'avec le président Madabio, il y a un bon départ. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à avoir la confiance du FMI, déjà. Les mesures préconisées par le FMI n'ont pas toujours été saluées. Hein, saluées avant. Elles sont souvent, avant Madabio. Mais quand il est arrivé, quand Madabio est arrivé, souvent décriées, oui. Oui, mais quand Madabio est arrivé, il commence à assainir les finances publiques. Donc il y a déjà une réduction de la dette, du déficit public. Juste sur le FMI, entre la situation d'avant, où la Sierra Leone était sous tutelle du Fonds monétaire international, et la situation d'aujourd'hui, il y a quand même une distance qui peut permettre qu'on salue. Une grande différence, parce que l'ancien président n'arrivait pas. La corruption était tellement élevée et que les mesures du FMI n'étaient pas suivies, mais le nouveau président a redonné confiance. Donc, il a avec lui le FMI pour le financement, pour les aides financières internationales qui peuvent arriver. Moins pour les garanties. Ouais, mais déjà c'est bien. Mais pour le climat des affaires, il y a encore la corruption qui est très élevée dans le pays. Justement, un code national de gouvernance vient d'être adopté dans ce pays. Un code qui met l'accent sur l'éthique professionnelle dans la gouvernance et qui régit les droits des actionnaires et des investisseurs. Ça devrait permettre justement de limiter les dommages de la corruption, n'est-ce pas? Oui, bon, les dommages, vous savez, en Afrique, si on enlève la corruption d'un système, d'un pays ou d'un clan, on aura sauvé un pays ou un continent. Hein, donc le défi est encore... Mais ceci dit, je crois que la Sierra Leone, avec la confiance que lui avait fait le Maroc pendant la crise d'Ebola, en maintenant la ligne Royal Air Maroc s'est accru et que ce pays compte se faire guider par un pays expérimenté comme le Maroc qui a compris, qu'il pouvait être un hub pour s'élargir en Afrique et rogner la part des puissants dans beaucoup de secteurs. Et il n'hésite pas à le faire. On a vu en termes d'aéroportuaires, de produits, de dérivés pétroliers. Le Maroc ne fait pas de différence, c'est-à-dire il n'aide pas. Il n'y a pas de transfert de compétences qu'il innove sur le continent africain, sur la partie noire du continent, parce que lui c'est la partie maghrébine blanche, mais il fait exactement, c'est-à-dire la conquête des terres, le Maroc est dedans, la conquête... Alors, moi, sur le Maroc, je me réjouis toujours parce que le Maroc est sur le même continent que nous, oui, mais en même temps, je me dis que... C'est un prédateur quand même, le Maroc reste un prédateur. n'est pas seulement occidental. Oui, on est dans le débat. Je veux dire que le Maroc reste tout aussi prédateur. Les vrais prédateurs de la Sierra Leone, ce sont les entreprises étrangères qui investissent dans ce pays. Le Maroc ne fait pas différemment. Parce que la Sierra Leone, toute sa production, quand on dit que son PIB parfois est en croissance, mais la grande partie des valeurs créées là, dans le pays, la grande production est destinée vers l'extérieur. Donc on cultive encore comme à l'époque de la colonisation, mais des cultures destinées à l'exportation, comme le cacao, le café et tout ça. Bon, de façon globale, ce qu'on va retenir, c'est que le Maroc tire la substance brute de l'Afrique pour lui vendre les produits finis. Donc je pense pas qu'elle soit moins prédateur qu'un autre. En Sierra Leone, on continue avec les cultures qu'on avait appelées à l'époque les cultures d'exportation, le coton, le café, etc. Moi, ça ne me gêne absolument pas, parce qu'en Afrique aussi, nous avons besoin de nous habiller avec des habits où il y a du coton, nous avons besoin de prendre du café. Moi, ce qui m'importe, moi, c'est de dire que dans les
les investissements qui vont être faits, il faut que les conditions soient remplies pour que ces produits-là puissent être transformés sur place et servir aussi dans le marché local et pourquoi pas continental. À partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de la corruption, c'est un bon début. Mais je me méfie des textes, surtout sur la bonne gouvernance en Afrique. Ça fait des vitrines extrêmement avantageuses. Merci Jean-François. On marque à nouveau une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de l'Africa News. Roma tout de suite.